The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Vous asseoir. Bonjour. L'audience est ouverte. Monsieur le greffier, veuillez appeler l'affaire, s'il vous plaît. Madame le greffier, je m'excuse. Thank you, Madam President. Le greffier, merci Madame le Président. Situation en République de Côte d'Ivoire en l'affaire Le Procureur contre Laurent Gbagbo. ICC 02 11 01 11. Est-ce qu'il y a des changements dans les équipes? Pas de changement? Pas de changement, Madame la Présidente. Je vous remercie. Et je donne la parole à la défense pour continuer sa présentation. Merci, Madame le Président. Jennifer Naouri va continuer sa présentation qui prendra un peu moins d'une heure, c'est ça? Elle sera ensuite suivie par Maître Fovo Ivanovic. Madame le Président, Madame, Monsieur les juges, dans son exposé des faits, le procureur se garde bien d'informer la Chambre de ce que, régulièrement proclamé vainqueur par le Conseil constitutionnel, le président Gbagbo n'aura cessé, jusqu'à son arrestation, de chercher une solution pacifique à la crise post-électorale, en proposant par exemple le recomptage des voix. Au lendemain des élections présidentielles, il proposera le recomptage des voix, position sans cesse réaffirmée au cours des mois suivants et sans cesse refusée par ses adversaires. Je vous propose de visionner un extrait. Il n'est pas d'accord. Et ceux qui le soutiennent, s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils viennent dans un comité d'évaluation. On va regarder au plus près les résultats des élections. On va faire le décomptage. Pourtant, le recomptage des voix n'a choqué personne quand il s'agissait du nouveau président de l'UMP ou lors des élections présidentielles en 2000 aux États-Unis, ou encore lors des élections présidentielles en Haïti, au même moment, en novembre 2010. Il est intéressant de noter que l'ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud indique, et je cite, « Je sais, parce qu'il me l'a dit, et parce que cela correspond à son caractère, que si le recomptage avait eu lieu et qu'il était donné perdant, il se serait plié au verdict des urnes. » Fin de citation. Quelqu'un qui voudrait se maintenir au pouvoir à tout prix aurait-il proposé une solution aussi pacifique que le recomptage des voix? Non, Madame le Président. Le président Gbagbo n'était pas déterminé à rester au pouvoir. Il était déterminé à accepter le verdict des urnes. Permettez-moi de rappeler que c'est le président Gbagbo qui a introduit le multipartisme en Côte d'Ivoire. Sans lui, pas d'élection démocratique en Côte d'Ivoire. Son engagement pour la démocratie, c'est l'engagement de toute une vie. Et c'est le refus du dialogue et la volonté des rebelles de recourir au pouvoir qui a déclenché la crise post-électorale qu'a connue la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo n'aura eu de cesse de souhaiter des négociations. C'est Alassane Ouattara qui refuse la nomination, le 26 mars 2011, de José Brito, ancien ministre des Affaires étrangères du Cap-Vert, comme haut représentant de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, pour entamer une médiation. C'est la France et l'ONUCI qui, d'après le
apostolique refuse, et je cite, de forcer les parties à dialoguer. Selon le procureur, dès la fin du processus électoral, et je cite, Gbagbo a mobilisé les forces qui lui étaient subordonnées et leur a donné l'ordre de coordonner leur activité dans le but d'appliquer la politique, paragraphe 9 du document contenant les charges. Ainsi, du 27 novembre 2010 au 8 mai 2011, les forces pro-Gbagbo auraient attaqué les civils considérés comme des partisans de Ouattara. Pourquoi le président Gbagbo aurait-il demandé au FDS d'intervenir pour attaquer des civils? Il venait d'être proclamé président de la République. Sa préoccupation majeure était de mettre en place un nouveau gouvernement et d'assurer le bon fonctionnement de l'État. Si les FDS, qui sont les forces gouvernementales officielles, rappelons-le, ont été impliquées dans des incidents lors de la crise post-électorale, c'est parce qu'elles ont été attaquées. D'une part, les rebelles qui ont pris le contrôle en décembre 2010, janvier et février 2011 du quartier d'Abobo à Abidjan et se sont ensuite attaqués à d'autres quartiers. D'autre part, une offensive a été lancée avec l'aide de l'armée française et de l'ONUCI de la zone rebelle au nord du pays vers Abidjan. L'offensive à Abidjan. Le président Gbagbo n'a jamais vu d'inconvénient à ce qu'Alassane Ouattara et les chefs rebelles s'installent à l'hôtel du Golfe, en plein cœur de la ville. Ils y étaient. Ça ne dérangeait personne, a-t-il dit. Pièce de la Défense, 0589, 1 minute et 8 secondes. Il y aura rapidement 850 soldats rebelles à l'hôtel du Golfe, qui devient une base militaire, d'où seront d'ailleurs lancées des attaques. Par exemple, le 16 décembre 2010 contre la RTI. Pourquoi autoriser des forces rebelles aussi importantes et lourdement armées à s'installer à Abidjan si le président Gbagbo préparait la mise en place d'une politique pour se maintenir au pouvoir à tout prix? Cela n'a pas de sens. De plus, ce sont des rebelles qui vont commettre de nombreuses exactions à l'encontre de la population civile à Abidjan pendant cette période. Prenons l'exemple d'Abobo. Abobo n'est pas un simple quartier d'Abidjan. C'est une ville dans la ville, peuplée de plus d'1 million d'habitants. Dès avant la tenue des élections présidentielles, des groupes rebelles s'étaient infiltrés dans Abobo, organisant des caches d'armes. Ils arrivaient du nord, notamment par le chemin de fer. Il faut savoir que l'origine de la commune d'Abobo est associée à la construction de ce chemin de fer. Toute une vie s'est ensuite organisée autour de la gare, qui aujourd'hui encore demeure le centre de cette localité. C'est dès avant les élections présidentielles que les rebelles infiltraient Abobo. Et c'est le 16 décembre 2010 qu'ils lançaient leur première attaque contre les forces de sécurité. Dès le début, les affrontements les plus violents opposent les différents groupes rebelles en présence, notamment des groupes obéissant à Guillaume Soro et le Commando Invisible, dirigé par IB. Munis d'armes lourdes, les rebelles attaquent les postes de police, les forces de l'ordre en général, et s'en prennent aux civils. Je vous propose de regarder une vidéo. Cette femme brûlait vive. Selon les témoignages recueillis, d'autres victimes encore ont carrément été égorgées et leurs corps sans vie évacués avant notre arrivée par les services de pompes funèbres. Je voudrais, pour qu'on comprenne bien la situation à Abobo, vous lire un extrait du livre « Le commandant invisible raconte la bataille d'Abidjan. Gbagbo est innocent, c'est nous ». Il s'agit du document de la Défense 0040, pages 2387, 2388 et 2389.
De combien d'éléments était composé le commando invisible pendant cette guerre en 2010-2011? Nous avions 5400 hommes sur le terrain. C'est notre clan qui était majoritaire dans la belligérance. Comment opériez-vous à Bobo? Nous avions d'abord reçu de la licorne tous les plans, tous les repères stratégiques d'Abidjan pour pouvoir venir envahir la ville. Elle nous avait également fourni toutes les cartes des communes d'Abidjan, où les coins et recoins sont bien identifiés. Au début, c'est par le train qu'on a fait entrer petit à petit nos éléments à Abidjan. Et nous sommes allés nous installer à Bois-Sec, un petit endroit du côté de Ndotré, à Abobo, pour former un petit camp. Et lorsque nous avons reçu les armes que la France nous avait promises, nous avons commencé à passer à l'acte, en envahissant Abobo et en faisant subir des atrocités à la population pour faire peur au pouvoir. C'est là qu'on a commencé, sous les consignes et ordres de l'ONUCI. C'est l'ONUCI qui nous livrait les armes, les véhicules et les moyens de combat, tout. Par la suite, nous avons envahi Anyama, Anonkouankouté, Bokambo et les zones Abobo centre, ouest, nord. Lorsqu'on a pris le contrôle d'Abobo, en commençant par Abobo ouest, par Ekekwa, dans le rayon du camp commando d'Abobo, on a pris davantage de confiance. Mais comme on n'arrivait pas à déloger les hommes du camp d'Abobo, on avait demandé des renforts en armes lourdes que la licorne nous avait promises. Qui vous a promis? La force licorne. C'est lorsque nous avons reçu ces armes lourdes que nous avons commencé à attaquer le camp commando d'Abobo. On attaquait aussi les éléments des forces loyalistes qui habitaient dans la commune d'Abobo. Et comment procédiez-vous? Certains mettaient le feu, d'autres... Il y avait 2 ou 3 étages où habitaient des loyalistes, des forces pro-Gbagbo, au niveau du village Anoukouankouté. C'est avec les armes qu'on nous avait données qu'on a pu attaquer ces étages, brûler plusieurs personnes vives là-bas. Les commissariats aussi? Oui, on a commencé ensuite à attaquer plusieurs cités des forces loyalistes au niveau d'Abobo. Lorsqu'on avait fini le contrôle de tout Abobo, il fallait que, peu à peu, on commence à prendre le contrôle de Yopougon, Trècheville, Cocody, Plateau et Adjamé. Adjamé nous a été déjà acquis. Trècheville nous avait été déjà acquis. La situation à Abobo devient donc explosive. Les exactions se multiplient et les forces de maintien de l'ordre perdent rapidement le contrôle du quartier. En janvier et février 2011, les forces de l'ordre ont disparu. Des dizaines de milliers d'habitants fuient le quartier, toutes ethnies confondues. On en voit quelques images à l'écran. Et nous souhaitons vous montrer une vidéo sur l'exode des populations à Abobo. Dans notre pays, on peut nous adresser dans notre pays, on est parti où? On peut pas partir quelque part. Ici, la Récheville, on est fatigué. On est fatigué. Que Dieu nous a nous aidés. Et à nos enfants, regarde nos enfants. C'est ça, la situation à Abobo, fin février 2011. À l'exception des gendarmes assiégés au camp commando, le quartier tout entier est entre les mains du commando invisible et d'autres groupes pro-Ouattara. L'offensive. Le procureur lui-même précise que, et je cite, « les FRCI avançaient du nord au sud de la Côte d'Ivoire pour atteindre Abidjan le 31 mars 2011, paragraphe 14 du document contenant les charges. Or, il n'en tire aucune conséquence.
Il n'explique pas le contexte dans lequel s'est déroulée cette descente et par qui. Il s'agissait des rebelles du Nord, équipés et armés. Le procureur explique que les fidèles de Ouattara comprenaient notamment les forces nouvelles rebaptisées par la suite Forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRCI, et qu'il disposait du soutien d'un groupe de défense issu de tribus appelées les Dozo et d'un autre groupe de miliciens burkinabés, paragraphe 14 du document contenant les charges. Il se garde d'entrer dans le détail. Il nous appartient donc de le faire. Qui sont les FRCI? Qui sont les Dozo? Qui sont les mercenaires burkinabés? Les FRCI ont été créés par une ordonnance du 17 mars 2011, numéro 2011-002, d'Alassane Ouattara, en fusionnant les forces armées des forces nouvelles et les forces nouvelles. Sous ces sigles se cachent les bandes armées des différents comzones, les mêmes chefs rebelles et leurs hommes ayant mis le Nord en coupe réglée, les mêmes dont les exactions ont été dénoncées par les organisations de défense des droits de l'homme. À côté des forces nouvelles, il y avait toutes sortes de groupes de mercenaires, troupes levées sur la promesse de salaire ou de pillage. Ces mercenaires étaient burkinabés, maliens, notamment des Touaregs, nigériens. Il semble même que des unités constituées burkinabées soient intervenues en tant que telles. Il convient de noter la proximité culturelle de nombre de ces mercenaires avec les contingents des Nations Unies présents dans le pays, par exemple nigériens. Quant aux milices d'Ozo, dont parle le procureur, sans s'y attarder, elles sont plus connues sous le nom de Camajor, en Sierra Leone. Il s'agit d'une caste de chasseurs des ethnies présentes du nord de la Côte d'Ivoire et dans les pays frontaliers. Est-il nécessaire de rappeler ici les nombreuses exactions commises par les Camajors? Dans le jugement concernant Charles Taylor du tribunal spécial pour la Sierra Leone,